En tout cas, quand on voit ce qu'ils nous envoient aujourd'hui sur le marché, par exemple dans BYD, pour ne pas les citer, moi je me dis qu'il y a pas mal de marques qui peuvent se faire du souci. Bienvenue sur Unlock, le podcast présenté par Swissquote qui explore les stratégies, les idées et les voies qui transforment l'économie. Aujourd'hui, on accueille une voix bien connue de nos contenus Swissquote, chroniqueur affûté, analyste reconnu et blagueur à temps partiel. Non, à temps plein. À temps plein, bon. Et au cœur qui bat pour l'automobile surtout. Et justement, aujourd'hui, on passe la seconde pour explorer un secteur qui condense innovation, géopolitique, spéculation et symbole de statut, l'automobile. Bienvenue Thomas. Merci beaucoup. Oui, entre autres, ça fait une de mes multiples activités, on va dire ça comme ça. Puisqu'en dehors de la finance, c'est ce que je disais, c'est un milieu qui rapporte beaucoup moins que ce que la finance me rapporte. Mais par contre, c'est extrêmement fun. Donc, j'ai la chance d'écrire des articles pour un média, un roman. Ce qui fait que oui, je fais pas mal de voitures. J'ai la chance de conduire des voitures que je ne pourrais déjà pas me payer et de changer régulièrement, ce qui est assez exceptionnel, quoi. Pour les personnes qui nous écoutent, il s'agit bien sûr de Thomas Veillet. Bienvenue. Je sais qu'on parle beaucoup, qu'on va se lancer tout de suite dans une discussion parce que les gens te connaissent et que tu es présent tous les jours avec le Morning Bull chez Swissquote. Mais pour nos auditeurs qui n'ont pas la vidéo, c'est Thomas Veillet, le magnifique. Bienvenue. Merci. Pour le magnifique, c'est très gentil. Bon, écoute, je pense qu'on est très content de t'avoir parce que on te voit tous les jours, on t'entend parler de finance, mais on sait que tu as une passion pour l'automobile et c'est aussi pour ça qu'on voulait te parler d'autre chose que de la finance. Cool. Ça change un peu. Ça change un peu. Qu'est-ce que tu penses du marché? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui va se passer? Où on va? Non, c'est bien de parler d'autre chose. T'en fais pas, ça va venir aussi, ce genre de questions. Je suis pas inquiet. Bon, peut-être pour commencer, t'es un visage très familier des gens qui suivent les chaînes de Swissquote, mais entre tes émissions YouTube et entre tout ce que tu fais avec le Trading Day et tous nos événements chez Swissquote, comment est-ce que tu peux résumer ton parcours pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Moi, à la base, je suis un trader. Enfin, je vais dire autrement. Je suis un pilote d'hélicoptère égaré, on va dire ça comme ça. Puisqu'à la base, je voulais être pilote d'hélicoptère et puis je travaillais à la banque pour payer mes heures à l'époque. Je parle de ça il y a 30 ans, plus de 30 ans. Et puis à un moment donné, il n'y avait pas de boulot. J'avais une licence, mais pas de boulot. Donc j'ai continué à rester dans la banque. Et par le pur hasard, je me suis retrouvé un jour au trading. Et j'ai trouvé que, à défaut de voler, c'était pas mal de faire ça. Et j'ai eu la chance de faire du trading très jeune, dans un environnement extrêmement libéral. C'est-à-dire que je faisais vraiment du trading nostro. Je bossais pour des banques où on m'a donné l'argent de la banque pour faire ce que je voulais. Bref, je me suis éclaté pendant 17 ans, entre Genève et New York. C'était top. Sauf que c'est un métier où, au bout d'un moment, on va dire 12 heures par jour, c'est fatigant, c'est stressant. Et puis, il n'y a pas forcément les rewards qu'on voulait au bout d'un moment. Donc, à un moment donné, j'ai basculé plutôt dans le côté conseil. Et en basculant dans le côté conseil, je me suis rendu compte que, en fait, dans ce milieu-là, on nous raconte toujours des grandes histoires et des grandes théories financières pour expliquer au client qui ne comprend pas parce que forcément, le banquier est nettement supérieur à lui intellectuellement. J'ironise bien sûr. Et en fait, l'idée, dans ce que j'ai voulu commencer à faire, c'est de dire on peut parler de finance différemment. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, la finance, c'est pas super marrant. Mais je me rendais compte que quand on lisait un article sur une société, donc je reviens toujours sur un exemple, à l'époque où j'ai commencé à vulgariser la finance, puisque c'est ce que je fais maintenant, je lisais un article sur les résultats du deuxième trimestre d'Intel d'il y a 20 ans en arrière. Et en fait, c'était 17 pages de commentaires écrits en Arial 4, donc sans lunettes, c'est impossible à lire, et puis à la fin, il y a 14 pages de disclaimer pour dire si jamais on s'est trompé, c'est pas de notre faute. Mais surtout, c'est qu'après les 17 pages de lecture, je me suis rendu compte que j'étais incapable de savoir s'il fallait acheter ou vendre. Alors que finalement, c'est l'essence même de la lecture ou de l'intérêt dans la finance. Si tu ne sais pas ce que tu dois faire après, ça sert à rien de lire. Résultat, je me suis dit qu'il devait peut-être y avoir un moyen pour vulgariser tout ça. Donc j'ai commencé par écrire des newsletters via mon email dans la banque où j'étais à l'époque. Ça a moyennement bien passé parce que j'étais pas analyste. Donc on m'a dit tu peux pas faire ça, c'est pas possible. Bref, donc on m'a demandé d'arrêter. J'ai créé un avatar à l'époque qui s'appelait Morning Bull. Donc je suis devenu anonyme sur une page de blog sur un média roman. Et puis c'est parti comme ça. Et ça fait maintenant le premier commentaire que j'ai écrit, ça fera 20 ans au mois de février l'année prochaine, écrit. Et puis ensuite, au début on m'a dit ça marchera jamais, personne ne voudra toi. Alors c'est vrai, au début c'était compliqué. Mais finalement, j'ai quand même réussi à en faire un peu en business plan et ça a abouti il y a 5 ans maintenant sur
après un trading day, une discussion avec votre management pour dire mais tu veux pas faire des vidéos pour nous? Moi, je savais pas ce que c'était une vidéo. Déjà. Enfin, je savais en tant que spectateur, mais en tant que créateur de contenu, c'était mission impossible. Donc, j'ai eu 3 semaines pour apprendre à tourner, à filmer, à monter, la lumière, le son, le machin. Et puis, on est parti sur un truc en se disant, ouais, on verra bien si ça marche. Voilà, ça marche. C'est tout. Voilà le parcours en gros. Et puis, à côté de ça, j'ai découvert que j'étais pas trop mauvais avec mes 10 doigts pour écrire. Résultat, j'ai commencé à écrire des articles dans les médias financiers pour la finance. Donc, plusieurs magazines me mandatent régulièrement pour faire des chroniques, parce que les journalistes financiers, il y en a très très peu, voire de moins en moins, en Suisse en tout cas. Donc, les financiers qui ont un peu une visibilité, on est sollicités pour ça. Donc, j'ai commencé à écrire des articles là-dedans. Et dans un des médias, qui est le magazine Bilan, un jour, la rédactrice en chef me parle de voiture en me disant de toute façon j'ai dû virer le gars qui faisait les chroniques parce que je l'aime pas, enfin bref. Et je lui dis mais tu cherches quelqu'un? Et puis elle me dit oui, tu connais quelqu'un? Je dis moi, parce que tant qu'à écrire sur des sujets un peu ennuyants, la voiture est un truc relativement intéressant. Et je tiens à dire qu'à l'époque les voitures m'intéressaient comme quelqu'un de normal. Avec le temps et l'expérience et les choses que j'ai eu l'occasion de vivre depuis 7 ans, 8 ans maintenant, après il y a un regard différent qui se pose dessus et c'est devenu une forme de passion. Mais à la base, je suis un motard. Donc la voiture était un peu une option. Mais c'est vrai que du coup, j'ai découvert ça différemment. Et c'est fun. Et en fait, le monde automobile permet aussi d'avoir des activités en découvrant des nouveaux véhicules. Il nous invite dans des endroits assez magiques pour des moments assez magiques. Ce que faisait le domaine bancaire il y a 20 ans en arrière. Et aujourd'hui, pour des raisons de compliance, on ne peut plus faire. Donc du coup, il y a ce côté très fun. Et puis voilà, c'est un peu comme ça que je suis arrivé à ce côté multitâche, quoi. Et puis c'est sûr que quand tu rentres dans une Lamborghini, tu as forcément envie de parler d'autres Lamborghini. Ça vient avec ça. Alors aussi fou que ça puisse paraître, j'ai jamais mis le cul dans une Lamborghini. Les autres, oui, mais Lamborghini, non. Alors Lamborghini, c'est très compliqué d'avoir accès aux Lamborghini pour les journalistes. Parce que d'abord, ils les vendent comme des petits pains, donc ils n'ont pas forcément besoin de les faire essayer par des journalistes pour les vendre. Elles sont très chères, de plus en plus chères, et c'est assez compliqué. En plus, j'aime pas du tout la marque, mais ça c'est personnel. Mais voilà. J'allais venir, c'est quoi ta marque favorite? Ou alors est-ce que tu préfères conduire des voitures de course ou des voitures plutôt de ville? Franchement, la voiture la plus fun que j'ai roulée, je crois que j'en ai testé 180 ou 200 par là autour. La plus fun que j'ai roulée, c'est l'Alpine A110S, sans hésiter. Ça, c'est le truc génial. C'est pas extraordinaire dans le haut de gamme, mais c'est fabuleux à rouler. C'est vraiment fantastique. Celle que j'achèterai demain, parce que j'ai adoré cette voiture, c'est l'Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, avec le moteur Ferrari. C'est un 6 cylindres Ferrari qui est exceptionnel. Ma voiture favorite, pas dire ma marque, parce que Aston Martin. Bah oui, voilà. Forcément. Puis toujours, moi, ça a été la DB5 de James Bond. Alors celle-ci, elle est inatteignable parce qu'aujourd'hui, ça vaut 1 million, je crois, pas là autour. Mais ça, c'est Aston Martin, c'est une marque qui m'a toujours fait rêver. Et là, j'ai eu la chance d'en conduire un paquet. Et maintenant, ça marche en plus, c'est des moteurs Mercedes, ça va beaucoup mieux. Du coup, on voit que tu connais beaucoup en automobile, mais est-ce que tu connais la situation automobile aujourd'hui avec les voitures électriques qui arrivent? Je suppose que tu vas me dire oui, bien sûr. Et c'est cette réponse que j'aimerais entendre. Mais nous, c'est aussi ça qui nous intéresse, vu qu'on parlait de finance, d'automobile. Je pense que la finance, c'est vraiment un secteur qui parle de plusieurs choses dans la vie. Je veux dire, tout est lié à la finance au final. Le secteur automobile, on l'a choisi aujourd'hui pour ce thème de podcast parce que déjà, tu es passionné. Selon toi, en fait, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de l'automobile? On entend beaucoup de choses ces temps. Les voitures électriques qui arrivent, les problèmes d'émissions CO2. C'est quoi Partons d'une introduction comme ça. Je pense qu'en fait, personne ne sait vraiment. Je pense qu'aujourd'hui, je pense que dans la configuration actuelle, la voiture électrique n'est pas l'avenir. Parce qu'on a encore trop de problèmes d'autonomie. Ça, tous ceux qui roulent en voiture électrique diront la même chose. Que la problématique, c'est l'autonomie. Alors aujourd'hui, on va vers le mieux. Je lisais encore ce matin un article, Mercedes va sortir une nouvelle batterie qui sera pas liquide mais solide. Et donc là, apparemment, ils arriveraient à toucher les 1000 km d'autonomie, ce qui commence à devenir relativement intéressant.
Après, il y a une question de la vitesse à laquelle on recharge, mais ça s'améliore de plus en plus. Les Chinois, ils vont dans cette direction. La grande question, c'est jusqu'à quand on arrivera à avoir suffisamment de métaux rares pour fabriquer des batteries et que ça puisse continuer comme ça. Quand tu discutes avec les gens du secteur automobile, franchement, ils ne te donnent pas vraiment de réponse très claire. Mais t'as pas l'impression que c'est vraiment l'avenir définitif. Ils sont pas en train de te dire les 100 prochaines années, c'est la voiture électrique. Y a une alternative qui va arriver. Laquelle ? Je sais pas. L'hydrogène ? Non, l'hydrogène, là aussi. Alors, j'en parlais l'autre jour avec un ami. Ils disent clairement que c'est pas viable. On l'a fait d'ailleurs au Trading Day il y a 3 ans, je crois, ou 4 ans. On avait invité un professeur de l'EPFL qui est le spécialiste de l'hydrogène en Suisse et ailleurs. Et la discussion que j'avais avec lui touché à ça, il m'a dit la voiture, faut oublier. Les camions, les gros transports, les bus, oui, mais la voiture, ça sera beaucoup trop compliqué en termes de recharge, en termes d'infrastructure, ça va pas jouer. Donc je pense pas que ce sera là-dessus. Mais on parle beaucoup d'un moteur à eau qui serait opérationnel et qui fonctionnerait chez Porsche, entre autres. Mais c'est des rumeurs et je l'ai jamais vu fonctionner, donc peut-être que l'alternative vient d'ici. Je sais pas. C'est Toyota, je crois. J'avais entendu que Toyota avait fait quelque chose. Il y a pas mal de rumeurs qui circulent. L'application et la mise en application est une vraie question. Aujourd'hui, on voit que récemment, les ventes de l'hybridation repartent très très fort. Les gens achètent moins d'électrique parce qu'aussi on a changé tout ce qui était aide à l'achat de la voiture électrique. Ça a disparu dans pas mal de pays. Donc les gens se rabattent sur de l'hybride. Et la grande question que je me posais, mais ça, j'ai pas la réponse non plus, c'est qu'on voit aussi une tendance en Chine aujourd'hui où il y a une inversion de l'hybride. C'est-à-dire qu'ils ont des voitures électriques avec un tout petit moteur essence qui permet de recharger ta batterie en cas de problème. Et ça, peut-être que ce serait super intéressant sur le long terme. Je sais pas. Voilà, je crois qu'on est dans une période où les 10-15 prochaines années seront hyper intéressantes pour voir l'évolution, dans quelle direction on va. Il y a aussi des grosses interrogations qui viennent de la Chine parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'ils sont en train de nous préparer. En tout cas, quand on voit ce qu'ils nous envoient aujourd'hui sur le marché, par exemple dans BYD, pour ne pas les citer, moi je me dis qu'il y a pas mal de marques qui peuvent se faire du souci. D'abord en termes de prix, parce qu'ils sont nettement en dessous des prix moyens pour ce genre de choses, en termes d'efficacité, en termes de technologie. La grande question, c'est la fiabilité. Est-ce qu'elles sont aussi fiables sur le long terme ? Ça, on ne sait pas. Mais si elles sont aussi fiables, alors là, franchement, on va avoir des problèmes. Enfin, les constructeurs classiques et historiques, ils vont avoir des gros problèmes. Parce que ils sont plus concurrentiels pour 2 balles. Clairement. Du coup, quid de Tesla ? Maintenant que tu parles de BYD, faut forcément parler de Tesla. Déjà, il faut bien faire la différence. Si on parle de voiture, c'est une chose. Si on parle de la société, c'est autre chose. La société n'est pas et ne sera jamais une société automobile. Musk l'a dit, la voiture électrique, c'est pour aller plus loin et faire autre chose. Il parie sur d'autres choses. Donc, on va pas parler de l'action. Si on parle des voitures, c'est un des concurrents. Mais aujourd'hui, ils ont plus l'avantage concurrentiel qu'ils avaient avant. Ils ont l'avantage d'être les premiers qui ont vraiment offert une vraie solution électrique. Ils ont des avantages technologiques par rapport à d'autres marques. Mais pour avoir roulé et testé d'autres trucs, franchement, si moi, demain, tu me dis, tu as un budget pour acheter une voiture entre 80 et 100 000 francs, tu as le choix. Jamais chez Tesla. Jamais chez Tesla. À aucun moment, je vais chez Tesla. Donc, j'ai testé des trucs électriques qui sont beaucoup plus intéressants. Et Dieu sait si j'aime pas la voiture électrique. Je veux dire, ça, moi, je préfère... Même pas en termes de sensation non, jamais. Surtout pas. Non, ça m'intéresse pas. Je le fais parce que malheureusement ou heureusement, ou je sais pas, enfin, l'air du temps fait qu'on te prête ce genre de voiture et puis tu peux pas dire non. Mais aucun plaisir. Enfin, aucun plaisir. Ça marche bien, hein, c'est sympa, mais c'est pas... Tu es plus voiture de collection, c'est ça, des anciennes moi, voitures. Je suis plus moteurs qui font du bruit et puis voilà, c'est tout. Mais je comprends la direction dans laquelle on va aujourd'hui. Je comprends la recherche de... Même pas le côté écologique ne tient pas la route avec la voiture électrique, mais moi j'aime un moteur qui fait du bruit, quoi. Moi je roule en moto, je roule en Harley. Et un motard, j'allais dire, c'est pour ça. Bah oui, mais je roule en Harley, je veux un truc qui fait du bruit, ça fait pas de bruit. T'as pas essayé les Harley électriques ? Non, ça, alors plutôt mourir. Non, ça c'est pas possible. Non, mais je pense qu'aujourd'hui on est dans un environnement où effectivement les choses sont en train de changer, qu'on peut pas nier. Je me suis surpris l'autre jour à dire tiens, j'achèterais bien cette voiture électrique pour tourner autour de chez moi. Je parle de l'Alpine, entre autres, ou de la Renault 5. Je trouve elles sont marrantes et puis apparemment ça marche très très bien. Mais de nouveau, pour des courtes distances,
J'ai discuté avec une connaissance la semaine dernière qui a traversé la France avec une voiture électrique. Là, je suis en train d'acheter un V8 en ce moment. Ça me va très bien. Je suis tout content d'avoir un V8. Le reste ne m'intéresse pas. Mais bon, voilà, à tester, force est de constater que c'est agréable à rouler, ça marche bien quand tu as de quoi recharger. J'ai écrit un article à l'époque, j'avais testé la Tesla, le modèle X, qui avait les portes papillons. Là. J'avais écrit un article qui s'appelle Le Faucon Millennium, parce qu'en fait, elle a une accélération qui est phénoménale. C'est vraiment impressionnant, mais il y a plein de détails qui jouent pas. Entre autres, la charge. Quoi. À l'époque, je te parle de ça il y a 6 ans en arrière, mais à l'époque, pour trouver un superchargeur, c'était compliqué. Enfin, j'ai plein d'anecdotes à raconter là-dessus qui sont drôles à raconter après, mais sur le moment, tu as envie de la pousser en bas du code de la Fourca, la Tesla en question. C'est un milieu en évolution et surtout d'un point de vue, peut-être si on va d'un point de vue macro, tu parlais du bras de fer Tesla, BYD qui est très concurrentiel. Mais est-ce que tu crois que c'est peut-être aussi une guerre politique je veux dire, on voit les USA contre la Chine, c'est un peu, on le voit de manière micro, c'est sur les voitures électriques que ça se passe. De manière macro, on peut se dire, c'est peut-être une guerre techno-financière qui se passe, avec en plus les questionnements sur l'environnement et les technologies futures. Toi, c'est quoi ton avis sur le futur de tout ça, en fait? Je pense que je suis pas la bonne personne pour aller creuser plus loin dans tout ça. Je pense que la voiture électrique est un enjeu parce que certains gouvernements veulent absolument la mettre en avant. Donc on ne peut pas nier une certaine efficacité, une certaine utilité. La théorie de l'écologie là-dessus, j'y crois pas une seconde parce que pour extraire des métaux rares qu'on a besoin pour mettre dans une batterie, on le sait déjà depuis le début que l'empreinte carbone d'une voiture électrique, elle est pire qu'une Citroën diesel sur une durée de vie complète, c'est-à-dire de la construction à la destruction totale. Donc, il faut arrêter de se dire... voilà. Puis l'autre question, c'est de savoir avec quoi tu recharges ta voiture électrique. Parce qu'aujourd'hui, si l'électricité qui rentre dans ta voiture électrique, elle vient, on va dire, des éoliennes, c'est super. Là, on est dans du clean et à peu de choses près. Mais par exemple, en Allemagne, je crois que 70% de l'électricité vient du charbon. Donc, tu charges ta voiture avec de l'électricité qui est produite par du charbon. Explique-moi où est l'avantage écologique là-dedans. Donc, c'est ridicule. Alors, si on veut se donner bonne conscience, ok, très bien. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, il y a des solutions qui sont tout à fait efficaces avec une certaine hybridation, où tu vas avoir des voitures qui, visiblement, consomment beaucoup moins. Et donc, par rapport à ça, on peut aussi se poser la question en se disant, est-ce que c'est pas mieux de travailler sur une amélioration de l'hybridation pour avoir des voitures qui vont consommer quand même beaucoup moins qu'avant, voire la moitié moins qu'avant. Et donc, l'un dans l'autre, on arrivera à quelque chose de concret. Maintenant, la guerre commerciale entre entre les Chinois et les Américains, je pense effectivement qu'il y a un challenge. Je pense que les Chinois, ils ont une intention de tuer l'industrie automobile mondiale. Clairement. Mais de nouveau, je ne sais pas si c'est délibéré ou volontaire, si c'est une vraie stratégie, mais aujourd'hui, les produits qu'ils vendent, et pour ce que j'ai vu, je n'en ai pas testé, mais en termes de qualité de ce qu'ils proposent, il y a une vidéo qui circule sur Internet, il y a des gendarmes couchés en plastique, ces grosses barres en plastique, il y en a 10 à la suite, ils font passer une S8 de chez Audi, une classe S500 chez Mercedes, elles font comme ça quand elles passent sur les trucs, les Chinoises, elles passent... C'est tellement bien foutu au niveau de la gestion des suspensions qu'il n'y a pas un choc. Et c'est un exemple. Je regardais l'autre jour l'équivalent de la Range Rover, ce qu'ils estiment être le concurrent de la Range Rover. D'abord, elle est moitié moins chère. Aujourd'hui, une Range Rover Sport, ça vaut 250 000 balles. Je veux dire, c'est quoi? Ça devient complètement délirant. Les prix, on dirait que c'est de plus en plus facile à acheter, que les gens gagnent de plus en plus d'argent. Alors oui, il y a de plus en plus de riches, mais le prix... Par exemple, sur Range Rover, il est passé, la Range Rover Sport SVR avec le gros moteur, il est passé de 180 000, un nouveau modèle, il est passé à 250 000. Alors, ils ont changé complètement l'extérieur, je ne discute pas. Les Chinois te sortent une voiture qui est moitié moins chère, et quand tu vois l'équipement dedans, la Range Rover, elle a 20 ans de retard. Donc, tu dis, si elle est fiable, si tu as tout ce qui va autour, ah ok, c'est pas une Range Rover. Parce que t'en fous, quoi, c'est moitié moins cher. Et aujourd'hui, on a atteint sur certaines gammes automobiles aussi un délire total. Anecdote, le jour j'ai eu l'occasion de voir la présentation de la nouvelle Rolls-Royce, le gros 4x4 de chez Rolls-Royce, qui s'appelle le Cullinan,
qui est esthétiquement, on dirait un taxi londonien qui a pris des anabolisants, quoi. Voilà. Donc c'est pas la plus belle voiture du monde. Après, dedans, il n'y a rien à dire. Bref, ils ont fait un nouveau, c'est le numéro 2. Donc ils ont fait un facelift devant. Donc avant, les phares étaient légèrement en biais comme ça. Ils ont redressé les phares pour aligner avec la calandre qui est très verticale. Ça, c'est un des facelifts. Puis un autre truc, c'est un détail à l'intérieur du tableau blanc, mais c'est vraiment du détail. La voiture, tu les mets côte à côte. Si on te prévient pas, tu te dis c'est lequel, le 1, le 2, tu sais pas. Le même moteur, les mêmes suspensions, il n'y aurait qu'à évoluer. La voiture, elle était 400 000, modèle 1. Modèle 2, elle est 500. Ils ont acheté 100 000 balles. Et je discute avec le vendeur et je lui dis, mais comment tu peux justifier c'est mon 200 000 Non, on s'en fout, c'est tout vendu. Donc tu touches une clientèle, ils s'en foutent, ils veulent ça, ils payent. Mais pour le reste du monde, tu arrives quand même à un moment donné où tu dis, tu vas quand même te poser des questions. On a déjà abordé 1000 fois les thématiques de l'inflation. La qualité de vie a diminué, les revenus globaux de la population se diminuent. Je parle pas de ceux d'Elon Musk, mais les gens normaux, on va dire. Et aujourd'hui, donc tu vas quand même réfléchir. Et aujourd'hui, les Chinois vont proposer des alternatives qui sont hyper intéressantes au niveau de la voiture. Donc si leur voiture fonctionne, si ils chargent plus vite que les autres, ce qu'ils promettent, s'ils ont une meilleure autonomie, s'ils ont une fiabilité, les Européens sont morts. C'est très joli ce qu'ils font chez Audi, par exemple, mais de nouveau, les gars, ils ont grillé un fusible. Je suis désolé, en termes de prix, voilà, au bout d'un moment, les gens ils vont se dire non mais attends, ça va, quoi, ça sert à rien. Le directeur de Ford, je crois, qui disait non, mais on va même pas essayer de combattre la concurrence, ouais. D'abord, ils pourront pas, pour des raisons évidentes de coût, les marges sont incompressibles au bout d'un certain moment. Je pense qu'ils peuvent faire des efforts quand même. Je pense que dans certaines gammes de véhicules, il y a quand même un délire. Parce que, un exemple typique, là, je regarde une voiture en ce moment-là que je suis en train de négocier, là. C'est une voiture qui vaut 160 000 francs prix catalogue, neuve toute option. Elle a 14 000 km, elle a 18 mois, ça vaut 88. Donc, tu achètes une voiture et tu perds la moitié de son prix. Ouais. En 18 mois. Et 14 000 km, t'as rien fait, quoi. C'est le pire investissement, quoi. C'est le pire investissement que tu puisses faire. Par contre, l'achat que tu fais là, c'est le meilleur deal que tu puisses faire. Et bien sûr, ceci n'est pas un conseil en investissement. On va acheter une voiture, pas du tout. Mais on arrive dans une zone problématique parce que finalement, tous les Européens sont en train d'aller dans la direction de vouloir faire de l'électrique, mais en même temps, ils ont déjà raté le coche de la concurrence par rapport aux Chinois. Ça va être compliqué. Justement, tu parles d'autres pays. Est-ce qu'il y en aurait un peut-être à suivre qui arrive quand même à se bagarrer un petit peu dans ce milieu Dans ce secteur-là ? Ouais. Non, moi je pense que les Allemands, les Allemands, si on leur laisse pas faire ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire des grosses voitures de sport ou des gros breaks ou des machins, enfin ce qu'ils savent faire, et puis sans les emmerder avec la thématique écologique, ils sont concurrentiels. Ils ont leur business, leur monde qui est ça, ils savent le faire. Ces gens-là où tu leur dis faut changer votre business plan, faut faire que des voitures électriques, elles marchent très bien. Volkswagen a des super voitures électriques, Audi aussi, Porsche non, c'est un mauvais exemple, Porsche, mais je veux dire, voilà, donc il y a plusieurs marques, tu vois, qu'ils ont de la peine à faire ce qu'ils savent pas faire. Donc ils sont en train de se repenser et ils vont ramer parce qu'ils sont trop chers. Ils sont trop chers par rapport à... Donc l'Allemagne, non. La France, ils ont des modèles qui sont hyper concurrentiels aujourd'hui. Voilà. La France, il y a Renault, Peugeot, Citroën et Peugeot, c'est Stellantis. C'est toute la même chose, quoi. Ouais. À la fin, c'est le même châssis. Ils vont changer la carrosserie dessus. C'est pas très fun, ça marche bien, mais bon, c'est limité. Tu rigoles, mais à l'époque, je travaillais au salon de l'auto et c'était un peu ça qu'on me disait, en fait, en arrière-plan. C'était, oui. Je leur demandais, en fait, c'était l'époque où Tesla est arrivé avec les écrans, l'iPad. On m'a dit, non, mais les gens, ils aiment pas ça. Au final, ils achetaient ces voitures pour ça. En fait, c'était la raison pour laquelle en fait, les gens ils voulaient. C'est la nouvelle technologie et tout. Mais du coup, selon toi, comment t'expliques ces écarts de valorisation un peu délirants ? Alors, je pense que déjà, il y a un côté où on vend trop cher en Europe parce que les gens les achètent. Point. C'est aussi simple que ça. Ça ne vaut pas ça. C'est ce que je viens de t'expliquer sur la Rolls. Il y a plein d'exemples comme ça. Ça ne justifie pas des prix pareils. Donc, je pense qu'on paye une surprime sur les voitures en Europe parce qu'ils veulent faire des marges, mais aussi parce que le coût de production en Europe, il est plus élevé qu'en Chine.
Il n'y a pas de miracle, hein. C'est un facteur qui est important. Donc, ils essaient d'augmenter leur marge en vendant des voitures. Mais comme je te dis, tu vas aujourd'hui acheter une voiture neuve, prix catalogue dans certaines marques, c'est devenu complètement débile. Et puis en plus, en Europe, ils ont développé à l'époque, ils faisaient des facelifts tous les 5 ans. Maintenant, ils font des facelifts tous les 2 ans. Donc, il y a des modèles, par exemple, chez Audi aujourd'hui, qui ont 2 ans, mais qui vont être remplacés à la fin de l'année, qui sont en cours de remplacement, ce qui veut dire que les voitures que tu as achetées il y a 2 ans, elles ne valent plus rien, parce que c'est l'ancien modèle. Donc, il y a une baisse au niveau du prix de l'occasion, qui fait que ça n'arrange pas non plus les gens qu'on achète. Donc, je pense qu'il y a un côté où l'industrie automobile européenne a vécu ces grandes et belles années, mais la bascule électrique, pour eux, est très compliquée. Typiquement, là, je prends l'exemple, ils ont arrêté de faire la fameuse RS6 chez Audi, qui est un mythe pour les fans de voitures. Ils ont fini l'année passée, ils ont sorti le nouveau modèle électrique aujourd'hui. Moi, tu me la donnes, je la veux pas. Je veux dire, c'est une RS6, c'est un V8, point barre. C'est pas un truc électrique qui fait un bruit de ses cheveux, quoi. Ça m'intéresse pas. Elle marche très bien, ok, super, je veux pas ça. Ça m'intéresse pas. Si je veux une voiture électrique, je prends pas une RS6. Non, je préfère trouver une occasion qui a 5 ans puis acheter une vraie RS6. Mais donc, c'est des trucs, tu veux faire du neuf avec du vieux. Donc, c'est un moteur c'est une voiture qui a créé son mythe avec un V8 dedans. Et puis maintenant, tu dis, on enlève le V8, on leur met un moteur électrique, puis les gens vont dire, super, j'ai une RS6. Non, une RS6, c'est une voiture électrique. Pas fini, terminé. Moi, j'aimerais pouvoir me dire que dans les années qui viennent, on aura un tiers de voitures thermiques, un tiers de voitures hybrides, un tiers de voitures électriques, et puis peut-être un 10% d'une nouvelle technologie de moteurs à eau ou n'importe quoi qui vont évoluer, qui pourront à terme peut-être prendre une certaine place. Parlant d'évolution, de nouveautés, qu'est-ce que tu penses des marques du style Lucid, Rivian, NIO, des nouveaux acteurs dans le milieu? Ouais, NIO, je crois qu'on peut... Je suis pas sûr. Mais Lucid, c'est du high-end. Ils sont sponsorisés par les fonds d'Arabie Saoudite, donc a priori, ils devraient pouvoir tenir le coup à un moment. Mais c'est très très dur de lancer une marque si t'as pas derrière des fonds illimités pour pouvoir dire on peut y aller pendant des années. Rivian, ils ont des véhicules qui sont bien. Mais aujourd'hui, prendre des parts de marché aux États-Unis, alors que des boîtes comme Ford ont quand même lancé le F-150 électrique, qui est tout à fait compétitif. Le F-150 électrique, c'est la voiture numéro 1 aux États-Unis depuis toujours, quasiment, quoi. Arriver qu'un des nouveaux pick-up qui ressemblent pas forcément à des F-150 et vouloir prendre des parts de marché, c'est compliqué. Et donc, ça va être très très dur, ça va être très très long. Mais pourquoi pas? Mais on a eu une période qui, il y a 3-4 ans en arrière, où c'était la folie. Les gens, ils achetaient plus que des machins comme ça. Moi, je parierais plus sur les marques chinoises comme NIO, comme BYD, qui arrivent maintenant potentiellement, que sur les marques qui essaient de se développer aux États-Unis ou ailleurs. Et du coup, qu'est-ce qu'on pense des anciennes marques qui se renouvellent, comme Jaguar, par exemple? C'est des voitures qui vont poser dans leur maison sur la Côte d'Azur, et puis ils sont à 30 km du casino à Monaco, ils prennent la voiture pour le casino, ils la foutent en charge, ils reviennent à la maison, puis après ils rentrent chez eux aux États-Unis, puis ils laissent la voiture là-bas. Jaguar l'a annoncé, Aston Martin l'a annoncé aussi. Aston Martin, je crois qu'à l'horizon 2030, ils n'auront plus de voitures thermiques. D'ailleurs, je les déteste pour ça, mais ils essaient de prendre un coup. Rolls a sorti sa première voiture 100% électrique, la Spectre, que j'ai eu l'occasion de rouler justement. C'est une expérience. C'est une expérience, mais je disais, mais vous avez, il y a l'autonomie c'est ridicule, quoi. Et je disais, mais vous avez une autonomie, je crois qu'on est à 220 km d'autonomie. Je veux dire, tu fais Genève-Lausanne, si tu appuies un peu sur l'autoroute, c'est bon, t'es en panaglan, hein, donc voilà. Et donc, la voiture, c'est Rolls. Dedans, ça te plairait parce que c'est une salle de concert dedans. La qualité audio de l'intérieur, quand tu fermes les portes, t'entends rien, en fait. Il y a un jet privé qui décolle à côté de toi, t'entends pas. C'est incroyable le silence qu'il y a dans cette voiture. Plus sur l'électrique. Bref, c'est un coussin d'air, c'est spectaculaire. Et je disais, mais vous avez pas assez d'autonomie. Il fait, oui, mais notre clientèle, c'est des mecs qui vont faire 200 km par année. Donc c'est pas une préoccupation. Maintenant, sur des voitures Jaguar, ça fait un moment qu'ils ont sorti de l'électrique. J'ai eu l'occasion de les tester aussi. J'ai détesté. Mais d'abord parce qu'elle est moche, la première électrique qu'ils ont fait, mais ça, c'est autre chose. Oui, mais c'est la tendance. Moi, je trouve dommage qu'aujourd'hui, on parte dans certaines marques historiques comme Jaguar ou comme Aston Martin, qu'on dise aujourd'hui, on arrête et on fait plus que de l'électrique.
Mais tu ne penses pas que ces grandes marques, comme tu dis, qui ont de l'histoire et qui ont un impact, justement en faisant ce changement, cherchent à faire bouger l'environnement? Parce que tu dis qu'il n'y a pas beaucoup de stations de charge et des choses comme ça. C'est peut-être une manière aussi de se dire, peut-être que si Jaguar s'y met, si des grosses marques s'y mettent, on aura plus de stations. Non, je pose la question. Tu es en train de me dire que tu penses sincèrement que les marques de voitures, ils sont en train de faire une réflexion pour l'environnement? Non, c'est pas du tout ça que je dis. C'est que leur changement, leur changement de direction permet de faire changer l'environnement, pas l'environnement dans le sens environnemental, mais le milieu dans lequel on est. C'est-à-dire qu'ici, tu prends une Tesla pour aller à Zurich, tu auras peut-être quelques stations de charge. Peut-être que dans 5 ans, il y en aura beaucoup plus. Ouais. C'est dans ce sens-là. Est-ce que la société, le fonctionnement de la société va être plus électrique, plus... Alors je pense que la société pousse les marques de voitures à s'adapter. L'inverse, je suis moins sûr. Les marques de voitures, ils vont continuer à... Si tu leur dis tu peux continuer à faire du thermique et puis il n'y aura pas de conséquences, ils vont continuer à faire du thermique. Tu prends l'exemple de Porsche. Quand ils ont commencé à faire de l'électrique, c'était pas parce qu'ils voulaient absolument faire de l'électrique, c'est parce que quand ils importent des voitures dans un pays, on les taxe par rapport à leur pollution carbone. Mais si tu importes aussi des moteurs électriques, ils avaient un bonus qui baissait leurs taxes. Ça ne marche pas, ils ont que des problèmes, et puis, enfin bref, Porsche, c'est pas ça, la Porsche, c'est 911 points barre, le reste, c'est de la poudre aux yeux. Mais je veux dire, c'est un business, quelque part, ils s'adaptent, oui, mais si demain tu leur dis t'as pas le choix, ils vont devoir s'adapter. Aujourd'hui, t'as quand même, avant que les États-Unis disent vous avez plus le droit de rouler avec un moteur thermique, tu peux encore en vendre quelques-unes de voitures là-bas. Je pense qu'on n'est pas encore à ce côté ayatollah que les Européens ils veulent nous imposer d'ici 2035. Mais le jour où les voitures conduiront toutes seules, tu les prendras ou pas? Non, alors ça, non, on s'exclut. Non, mais ça, non. Tu pourrais éditer un Morning Bull en même temps. Non, mais c'est bon, je peux le faire depuis... Non, là. J'ai cru que tu allais dire je le fais déjà. Je le fais déjà, oui. Non, quand même. Non, mais... J'ai tourné dans une Rolls, d'ailleurs, mais un des Morning Bull. Sur l'énergie, sur l'évolution des voitures dans les 10 prochaines années, qu'est-ce qu'il faudrait regarder en termes de finances, vu qu'on disait que c'est lié à tout? Franchement, par rapport à ce que je viens de te dire, si je suis un peu rationnel, je me méfierais des voitures classiques, donc les grandes marques. Mais je les enterrerai pas non plus définitivement. Donc aujourd'hui, elles ont beaucoup perdu de leur valeur, elles ont beaucoup souffert. Je pense qu'à un moment donné, il va se passer des choses. Donc il faudra être patient sur cette partie-là. Je pense qu'il ne faut pas enterrer trop loin, trop vite des marques comme Porsche, parce qu'il y a plus un côté mythique qui restera présent. Je pense qu'il ne faut pas enterrer des marques comme Ferrari. Ferrari, ils ont un business model qui est juste exceptionnel, mais Ferrari n'est plus une marque de voiture. Ferrari est une marque de luxe, au même titre qu'LVMH, etc. Donc c'est difficile aujourd'hui de mettre les pieds en disant je vais faire un portefeuille automobile. Il faut pas oublier non plus qu'ils payent encore des dividendes, donc après ça peut être... Mais je pense qu'il y aura à un moment donné un turnaround et puis que les choses vont se remettre en place. De toute façon, il va falloir qu'ils se repensent, je pense surtout aux Allemands, parce que c'est tellement important pour eux dans l'industrie de vendre des voitures qu'à un moment donné, il faudra qu'ils trouvent leur manière de fonctionner. Peut-être que ça viendra parce que simplement la nouvelle génération n'a pas les mêmes ressentis que moi je peux avoir de par mon passé. C'est tout. Je veux dire, je peux comprendre qu'un jeune qui n'a pas conduit et qui passe directement sur une Volkswagen électrique à 18 ans, tu lui feras jamais mettre le pied dans une voiture thermique. Je peux tout à fait comprendre et je respecte absolument ce côté-là. Donc je pense qu'à un moment donné, peut-être la nouvelle génération va faire que il va y avoir un shift et puis qu'ils vont vraiment remplacer complètement leur côté thermique pour être 100% électrique. Mais je pense que là, c'est pas le secteur de l'investissement le plus sexy. Après, c'est facile de dire Tesla, mais Tesla, c'est toujours une grande réflexion parce que c'est pas une marque de voiture comme je le disais avant. Donc Tesla, c'est un pari sur Elon Musk, c'est un pari sur ce qu'il voit et sa vision. On a vu qu'il y a eu pas mal de problèmes ces derniers temps. Moi, j'aime... L'action est trop chère. L'action est trop chère pour ce qu'elle est valorisée aujourd'hui, pour ce qu'elle fait. Mais c'est un pari qu'on prend sur l'avenir. Ça a toujours été comme ça et ça sera toujours comme ça. Si les robots taxis fonctionnent, ça vaut beaucoup plus. Mais c'est un play qui est plus sur le futur technologique que sur la voiture en elle-même.
Bon, la Mais- voiture, c'est technologique. C'est parmi les premières évolutions technologiques des dernières années. C'est tout le temps dans l'automobile, dans les transports, en tout cas, que ça se passe. Oui, bien sûr. Non, mais je dis pas, mais je pense que Tesla, si tout ce qu'il y a dans le reste du portefeuille Tesla fonctionne, la voiture n'aura strictement aucune importance dans le prix et la valorisation du titre Tesla. Mais aujourd'hui, si on me demandait de construire un portefeuille, je n'irais pas forcément mettre systématiquement de la voiture dedans, mis à part du Porsche ou du Ferrari, parce que je pense que Porsche n'est pas assez, c'est trop bon marché. Et Ferrari, c'est parce que eux, j'étais encore chez eux il y a 3 semaines, il y a un tel aura derrière et une telle mythe qui est juste exceptionnelle. Et puis ils ont ce côté en disant, mais c'est quand même une des seules marques, si ce n'est la seule marque, qui a blacklisté des clients parce qu'ils ont maltraité leur voiture. Donc, Sérieusement, ouais. Justin Bieber n'a plus le droit d'acheter de Ferrari, par exemple. Ouais. Il est blacklisté. Donc, pourquoi ? Parce qu'en fait, il a acheté une Ferrari, puis il l'a peint dans un bleu qui n'est pas un bleu Ferrari. Et donc ça, ils aiment pas. Donc ils l'ont blacklisté. Donc si demain il va dans un garage Ferrari, il veut acheter la dernière, il l'aura pas. Ils la vendront pas. Ils pourront en acheter par des circuits parallèles, mais il pourra pas acheter chez Ferrari. Donc, mais ils ont ce côté, c'est une marque, je sais pas, je suis pas un fan de Ferrari devant l'éternel, mais je suis allé à Maranello l'autre jour. Si t'as un minimum d'intérêt pour les voitures, mais tu te liquéfies, tu rentres dans un village, il n'y a que des Ferrari partout. Des voitures que tu vois. La SF80 ou SF, je sais jamais laquelle c'est, qui vient de sortir, une des toutes dernières, t'en vois jamais. Là-bas, il y en a fait tous les 50 mètres. Donc c'est juste un mythe, c'est un mythe, tout est un mythe derrière. Les voitures qu'ils font, il y a tout un show qui est mis autour et c'est des super casses, il n'y a pas à discuter. Et ça prend de la valeur. Donc voilà, ça c'est de l'investissement. Ça, c'est des voitures. Moi, je dirais, voilà, en fait, le résumé, c'est simple. Acheter des titres Ferrari, puis acheter des Ferrari, c'est tout. Les deux. Il faut avoir les deux en portefeuille. Mais peut-être pour les personnes qui se poseraient la question de diversifier, etc. On parle souvent d'ETF et de fonds. Est-ce que tu connais une manière de s'exposer intelligemment au marché de l'automobile en général, vu que toi, tu as dit c'est plus que des voitures, des fois. Dans l'investissement, la voiture a un côté émotionnel. Donc, je pense que le gars, d'ailleurs, tu peux regarder les gens qui roulent BMW, ils roulent BMW, et c'est difficile de leur faire changer. Et ceux qui roulent Audi, ils roulent Audi. Ceux qui roulent Mercedes, ils roulent. Donc aujourd'hui, pour un ETF où tu achètes toute l'industrie, achète la voiture qui te plaît, enfin achète la voiture en caisse. C'est nouveau, on te dit que quand tu investis dans ce que tu connais, donc si tu veux investir dans la technologie des smartphones, puis que tu as un iPhone, achète Apple. Si tu veux investir dans la voiture et que tu roules avec une Audi, achète Volkswagen. Point. Et puis ne te pose pas trop de questions. Parce que de toute façon, si tout d'un coup ça redémarre l'industrie automobile, c'est pas juste Mercedes qui va rebondir, ils vont tous repartir. Donc c'est un triptyque en Allemagne, ce triptyque Volkswagen, BMW, Mercedes, ça fait partie de leur culture. Ils iront pas en faillite parce que le gouvernement ne laissera pas partir en faillite. Bon voilà, à un moment donné, il faut qu'ils se repensent. Ils sont en train de se repenser, hein. Mais d'ailleurs, je crois que sauf erreur, en Europe, c'est Volkswagen qui vend le plus de voitures électriques. Donc ça marche quand même. Voilà, sauf qu'il y a une transition, et cette phase de transition, de passer du thermique à l'électrique, tout en les obligeant à continuer à produire du thermique, de l'hybride et de l'électrique, c'est des coûts. Et ces coûts-là, pour l'instant, ils sont extrêmement difficiles à supporter. Et si en face, effectivement, tu as des Chinois qui vont arriver avec des voitures qui seront nettement plus concurrentielles en termes de prix, ce qui va les sauver dans un premier temps, c'est que personne ne voudra les acheter, ces voitures chinoises. Il y en aura toujours des gars qui vont dire « Ok, je vais acheter du BYD », mais c'est une minorité. Pour l'instant. De nouveau, les générations à venir, est-ce qu'ils seront toujours aussi bloqués sur leur truc de base ? Voilà. Moi, je vois leur communication, leur TikTok. Ils jouent beaucoup sur la technologie, j'ai l'impression. Hein, ces nouvelles marques qui arrivent ici, c'est soit tu choisis un écran LCD des années 90, ou alors tu choisis la tablette à l'intérieur. Il y a beaucoup de questions là-dessus. Pour résumer tout ça, est-ce que si tu devais investir dans une voiture comme on investit dans une action, vu qu'on ne donne pas de conseils d'investissement, mais qu'est-ce que tu choisirais ? Si je devais choisir une voiture pour gagner de l'argent ? Non, mais c'est à toi de définir si tu voulais investir comme si tu investissais dans une action.
Non, mais Si tu devais choisir une voiture, qu'est-ce que tu choisirais, on va dire? Bah, la question, moi, je te dirais, quelle voiture tu penses que tu vas pas perdre de l'argent? Et la réponse, je te donne avant, c'est Ferrari. Donc, je pense que en choisissant le bon modèle et le bon timing et en s'en occupant relativement bien, c'est des voitures qui vont pas perdre de valeur. Après, qu'est-ce qui prend de la valeur aujourd'hui? Je pense qu'il y a des véhicules qui sont un mythe dans l'automobile et qui vont quelque part ne jamais perdre trop de valeur. Est-ce que tu vas gagner de l'argent? Pas forcément souvent, mais tu vois, il y a des voitures qui resteront toujours mythiques. Et je pense que plus on va aller vers la disparition de la voiture thermique, plus il y a des gens qui vont garder des voitures thermiques juste pour le fait que ça reste une pièce de l'histoire. Donc, je sais pas, si tu arrives à avoir des Mustang 68 vert bouteille qui se marquait Bullitt sur le bas des garnitures de porte, c'est génial. C'est des voitures qui valent cher et qui perdront jamais vraiment beaucoup de valeur. T'as des Ford GT40, mais les anciens modèles qui sont quasiment introuvables, qui valent une fortune. C'est des choses qui sont sur le côté voiture de collection. Je parlais de l'Aston Martin DB5 de James Bond. L'historique, c'est des voitures qui valent une fortune aujourd'hui. Est-ce qu'elles vont prendre encore de la valeur? Ça dépend comment tu les traites, ça dépend comment tu vis avec. Mais sur les voitures neuves aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, sur certains modèles de Ferrari, même ça se dit sur les contrats. Tu achètes un contrat, tu la réserves la voiture et puis tu revends le contrat 6 mois plus tard, tu as déjà potentiellement fait de l'argent. Il y a des modèles de Porsche qui sortent, qui sont déjà hors de prix à la base, mais qui en plus ont une prime parce que c'est des modèles historiques. Donc ce genre de choses, c'est des trucs intéressants, mais ça touche à des passionnés, ça touche... voilà, il y a un côté beaucoup plus passionné et passionnant. Pour finir le podcast, moi je voulais te poser des petites questions rapides comme ça. On aime bien faire ça en fin d'épisode. Moi j'en ai une qui me vient comme ça, vraiment bête. Tu préfères quoi entre une Renault et une Ferrari? Non, je rigole. Attends, j'ai une anecdote sur la Renault. Vas-y. Donc je disais, j'ai testé à peu près 200 voitures depuis quelques années là, et j'ai des expériences diverses et variées. Mais en l'occurrence, un jour, on m'a proposé la Renault Zoé en test, et donc je vais au garage qui propose des voitures de presse à Renault à Genève, et donc je vais chercher la voiture, je prends la Renault Zoé et je l'avais 15 jours en test. Et donc j'ai fait le tour du pâté de maison, je suis revenu au garage, j'ai rendu la voiture, j'ai dit je peux pas. Je suis désolé, je peux pas. Parce que là, je vais écrire forcément les trucs négatifs dessus, je peux pas. Et je vais la ramener chez moi, je vais la laisser dans le garage, je vais pas la rouler de toute façon. C'est un cauchemar, cette voiture, c'est une horreur. En plus, ils ont mis un truc pour que les piétons l'entendent arriver. Donc la voiture, non seulement c'est une voiture électrique, mais elle fait... Et quand tu ouvres la fenêtre, t'as l'impression que t'as une pince à linge qui est coincée dans la roue derrière, qui fait du bruit comme ça. C'est une horreur. Faisons des questions rapides, avec des réponses rapides en 2-3 mots, si tu peux me... Si j'arrive. Si t'arrives. Non, je suis sûr que t'arrives. Aston Martin. Ah bah c'était ma première question. Ferrari ou Aston Martin? Parce que t'as tellement... Non, Aston Martin. Ok. Ouais. Vitesse ou confort? Confort. Ah, j'aurais pas dit ça. Bon. Essence ou électrique? Bah essence. Road trip en silence jusqu'à Zurich ou moteur qui rugit jusqu'à Genève? Alors clairement le moteur qui rugit jusqu'à Genève. Ferrari d'aujourd'hui ou Citroën DS d'hier? Ferrari d'aujourd'hui. Et finalement, supercar suisse ou oldtimer italien? Oldtimer italien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Thomas, merci beaucoup. On te retrouve sur le Morning Bull, demain matin. Après-demain matin, tous les samedis. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur la finance en général, il faut regarder le Morning Bull et le Swiss Bliss. Vous venez d'écouter Unlocked, présenté par Swissquote. Merci encore, Thomas. Merci à toi. Et avec plaisir. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes et à nous suivre sur nos réseaux sociaux, découvrir les prochaines émissions de Thomas, bien sûr, sur notre chaîne YouTube. Et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.